Cube Radio. Richard, je suis en train d'ouvrir une bouteille de vin. Habituellement, tu dis mon bel amour, là. Là, j'ai chuté. Ah, ça fait 19 ans, là, ça va faire, là, mon bel amour, là. OK. Richard, mon bel amour, je suis en train d'ouvrir une bouteille de vin. Parle-nous donc un peu de nos invités. Alors, écoute, l'auteur de l'heure. Oui, oui. Non, j'ai cassé le bouchon. Cassé le bouchon, habituellement, c'est moi. J'ai cassé le bouchon. Oui, mais il était particulièrement sec, c'est pas de ma faute. Oui, ça, c'est drôle. Toi, quand tu brises le bouchon, c'est parce que t'es un incompétent. Moi, quand je brise le bouchon, c'est parce que le bouchon est un incompétent. Alors, l'auteur de l'heure, Michel Jean. Oui, pour son livre Coucoum et l'ensemble de son œuvre. Et non seulement il écrit bien, ses livres sont intéressants, mais en plus, l'actualité, il y a eu comme une concordance entre l'actualité et la sortie de son livre qui fait que son livre est devenu encore plus pertinent. Et Joseph Facal, qui est très courageux parce que c'est quelqu'un, moi, je critique bien sûr ce qu'on appelle l'académia, entre guillemets, en anglais. Le monde académique. Le monde académique, les sciences sociales qui sont complètement folles avec le mouvement woke et tout. Mais je les critique de l'extérieur. Lui, il les critique de l'intérieur. Ben oui. Puis il critique souvent le monde universitaire, le monde académique et tout ça. Et il se fait mal regarder par ses confrères et consorts. D'ailleurs, il va nous en parler certainement tantôt. Donc, lui, il se met beaucoup plus à risque que moi quand il critique ces gens-là. Donc, il est très courageux. Et lui-même, c'est un auteur parce qu'il a publié quand même quelques livres. Dont un livre avec un titre que j'adore, Quelque chose comme un grand peuple, qui est une phrase de René Lévesque. Et moi, il me fascine, Joseph, parce que, c'est quelqu'un qui est un immigrant. Il est arrivé de l'Uruguay ici en 1970. Et quand tu l'écoutes parler, puis quand tu parles de son amour du Québec, il est parfois plus nationaliste et plus fiévreusement amoureux du Québec que des gens qui sont nés ici et dont la famille est ici depuis des générations et des générations. Pourquoi? Et il s'exprime mieux en français que certaines personnes, dont même, je dirais, notre premier ministre. Là. Et pourquoi il aime tant le Québec? Parce qu'il a été parfaitement bien accueilli. Oui. Et lui, ça lui fait extrêmement mal quand il voit des immigrants, des néo-québécois critiquer le Québec parce que c'en est un. Et lui trouve qu'il mais critiquer le Québec, on a le droit. Le dénigrer, c'est pas la même chose. Ouais. Et moi, je trouvais ça intéressant et amusant et pertinent de jumeler ces deux personnes-là parce que Michel Jean, donc d'origine Innu, donc peuple autochtone, et qui nous perçoit peut-être, nous les Blancs, comme des gens qui ont colonisé, ou en tout cas qui sont des immigrants sur la terre québécoise. T'as Joseph qui, lui, est réellement, au sens littéral du terme, un immigrant qui est arrivé ici. Et je trouvais ça intéressant de jumeler deux personnages. Et toi, t'es né au Québec. Moi, je suis même pas née ici. Je suis née en France. Et je trouvais ça intéressant de réunir autour de la table 4 personnes avec des points de vue et des origines différentes comme ça. On va parler d'identité. Souvent, quand on aborde le dossier délicat des Autochtones et des Premières Nations, il y a comme une friction avec les nationalistes. Les nationalistes se voient comme étant la grande minorité au Canada, mais les Autochtones disent, on est encore plus victimes et plus minoritaires que vous autres. On était là avant vous autres. Donc, mais ça va être une discussion, en effet, intéressante. C'est un beau powwow qu'on fait. Hey, te rappelles-tu? Non, mais on va le raconter. Te rappelles-tu? Je sais pourquoi tu parles de ça. Il y a quelques années de ça, Radio-Canada voulait faire une émission comme une espèce de spectacle de variété. Et le titre de travail, parce que tu as toujours un titre préliminaire, puis après, c'est le vrai titre. Et le titre de travail, c'était Powwow. Et il y avait eu des plaintes. Et ils ont changé le nom de l'émission parce qu'il y avait des Autochtones qui avaient dit, là, vous pouvez pas vous approprier ce mot-là. C'est un mot sacré pour nous. Puis, mais tu sais, ça fait des années qu'on dit ça, on va se faire un powwow, on va parler de ça, on va parler de ça. Donc, on ne peut pas dire que Michel Jean est un auteur autochtone qui vit de sa plume. OK, merci beaucoup. OK, là, je te le dis, là, je pense qu'à chacun des podcasts, je te le dis, regarde-moi, Martineau, c'est des jokes de mon oncle. Ouais. J'en prends plus des jokes de mon oncle. Non, c'est pas vrai.
je t'adore quand même. Bon, on retrinque-tu? Moi, j'aime ça trinquer, mais faut pas en prendre trop tout de suite parce que les invités sont... Tabarnouche, oui, viens, ils sortent de l'ascenseur. Ils boivent-tu, tu penses? Allons-y. C'est l'heure du midi, ça? Je sais pas. Ils sont peut-être pas atteints de la même maladie que nous. Ok. Igloo. Igloo! C'est un inou! Non! Dis pas igloo! Inou. Hey, bonjour les amis. C'est vraiment un immense plaisir de vous recevoir. Et Joseph, le fait que tu boives du Coke Diet ne sera pas retenu contre toi parce que c'est le seul qui prend pas de vin blanc aujourd'hui. Rigueur. Ah Je vais ouais. sans doute en prendre ce soir là, pour achever de me compromettre totalement, là, mais bon. Michel, t'es auteur et chef d'antenne. Écoute, es-tu tanné comme chef d'antenne? Es-tu tanné de faire des entrevues avec des invités à ton bulletin par FaceTime, Zoom et tout ça? Non. Moi, tu sais, il y a tout le temps soit l'enfant qui rentre dans l'image, la gardienne, ou alors... Moi, j'ai il y le a- gars en il y a- bobette il y a qui passe mal en installé- arrière. Les trous de nez. Il a mal installé sa caméra, puis tu vois les trous de nez, là, c'est en contre-plongée, puis tu vois le nez, tu sais. On a eu le docteur, nous, que son mari est passé en sous-vêtements en arrière. C'est vrai! Moi, je l'ai vu live. Fait que, Ah oui, c'est Dr. C'est- Quash. ah, c'est ça, ouais. Hein, c'est Caroline Quash, son mari Ouais. est passé en bobette, il Ouais, descendait c'est ça. l'escalier. J'étais avec. Fait que je l'ai rappelé après le bulletin. Ouais. Docteur quoi? J'ai dit, juste vous prévenir, là, peut-être que vous allez voir passer ça sur les réseaux sociaux. Là, on a vu votre conjoint. Mais je suis correct que c'est votre conjoint qui est en sous-vêtements derrière. Fait que là, le rire, c'est parce correct que- quand il n'y a pas de problème. Elle s'était pas rendu compte quand elle le fait. Non, là. parce que quand, Mais non, quand tu elle le vois, voit pas. généralement, c'est que souvent, c'est que ça prend plus large que ce que toi, tu vois. Fait que tu le vois pas nécessairement, mais c'est dans le champ pareil. C'est comme ça qu'il y a de multiples erreurs graves qui ont été commises. Penses-tu que les Ben, gens vont le avoir gars qui pris- s'est masturbé, puis le gars qui s'est montré le pénis, le oui-oui, le ouin-ouin. Le député, Ça, là, c'était pas fort. Ben oui. William Amos. Ah, ben tu vois, moi, j'allais dire le gars dont personne se souvient du nom. Ben, la Et seule, toi, la seule Joseph, tu te raison pour souviens du laquelle nom? on se rappelle de lui, c'est son exhibitionnisme involontaire. Là. C'est la Ben, seule non. raison. La Il a première fois, jamais- c'est involontaire. La deuxième fois, tu dis c'est quasiment un suicide politique, non? Écoute, je ne sais pas. Oui, sans doute. Le gars, il se rappelle pas que quand t'es devant ton ordinateur, la caméra est allumée. Une fois, ça se peut. Mais la deuxième fois, je m'excuse, là. Il faisait pipi dans une tasse parce qu'il voulait pas partir de la vidéoconférence puis s'en aller aux toilettes. C'est ça qu'il C'est avait trop dit. intéressant, les débats aux communes. C'était trop... Quand on fait pipi dans ta tasse, ça, c'est du professionnalisme. Mais tu sais que la raison pour laquelle au Parlement, maintenant, la caméra ne cadre que celui ou celle qui parle, c'est parce que jadis, quand la caméra balayait, on voyait des choses qu'on n'était pas supposé voir. Ben, comme on des se rappelle députés qui tous. dorment ou... Oui, mais on se rappelle, mais on la nommera pas parce qu'à un moment donné, on est passé à autre Les chose. doigts Mais dans le nez. il y a déjà eu une députée, elle faisait plus que ça. Elle avait les doigts dans le nez, elle a sorti ce qu'il y avait dans son nez, elle l'a mis dans sa bouche. Elle est excellente, la salade au homard. Et elle s'était justifiée en disant, pourtant, ma mère m'a mieux élevé que ça, si elle me voyait. Ah, elle avait même pas nié. Moi, je pensais qu'elle avait nié en disant, comme Seinfeld, I wasn't picking, puis que c'était pas ça, non? Oui, ou comme Clinton, I didn't inhale. Ouais. Oui, c'est vrai. Fuddle doddle, c'est ça? Ils font ça au Federal de l'autre, c'est Trudeau. Ouais. Ouais. Ils font ça maintenant. Donc, ils cadrent seulement la personne qui parle. Oui, mais le problème, c'est que même quand tu ne cadres que cette personne-là, T'as les autres il y en derrière. a quand même 2, 3 derrière. Là. Tu vois, Ouais. faut être prudent, faut être très prudent. Faut faire super attention. C'est des gens honorables, on les appelle comme ça d'ailleurs, honorables, non? Je crois qu'honorable, c'est au fédéral. Ouais, c'est ça. Oui, c'est Ah, vrai, moi, t'as c'est au tout à fait fédéral. raison. C'est pas juste je crois, c'est ça, en effet. Mais tu vois, quand il y a des séances de nuit où vraiment il faut faire du temps, Oui. au moment où le gouvernement dépose le bâillon, puis il faut absolument adopter les projets de loi et tout, il arrive qu'à 3-4 heures du matin, il y a des scènes assez indignes. Et bon, enfin... Les gens qui se grattent des parties intimes ou des choses comme ça? Ben c'est ça. Puis là, tu te dis, heureusement qu'on n'est pas filmé. Tu vois, je me rappelle d'un député que je ne nommerai pas, J'adore Que les je ne anecdotes nommerai politiques. pas. Quelle partie? Parti libéral, Ah, ok. qui était largement au-dessus du point 08
et qui avait trouvé ça drôle de s'emparer de la masse du président. Tu sais, cette espèce de sceptre d'objet décoratif qui est posé sur un petit coussin et qui est supposé illustrer les prérogatives du Parlement. Et bon, il y a un cérémonial. Il était parti avec ça. Là. Lui, il se trouvait très... Écoute, un chin-chin au succès de ton livre. Oui, Michel. Bon, chin-chin. Joseph, tu vas trinquer au Coke Diète, mais c'est pas grave. Comme disait mon père, tandis qu'on se reconnaît. Ouais, c'est ça. Écoute, quel succès extraordinaire des prix littéraires, d'un livre qui se vend beaucoup, la reconnaissance. Est-ce que tu t'attendais à ça? Ben non. C'était une grosse surprise. Ben non, parce que moi, mes livres, ils sont toujours bien vendus. Tu sais, j'étais quand même dans les auteurs choyés, mais je veux dire, je mets leader au palmarès ou des trucs comme ça. Cocum est sorti en 2019, puis personne n'en a parlé. Je veux dire, Marie-France Bornet a fait un article dans le Journal de Montréal puis le Journal de Québec. Ça fait 2 ans? Ah oui, c'est sorti en 2019. Puis il a été retenu pour aucun prix littéraire au Québec, même pas finaliste au prix du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le premier critère, c'est d'être un auteur originaire de la région. Puis c'est arrivé quand le livre a gagné le prix France-Québec, qu'il a été choisi par des Français. Puis après ça, il a été finaliste à 2 autres prix, puis on a gagné un autre. Mais quand il y a eu le France-Québec, là, il y a eu, j'étais passé au 18h avec Pierre, Denis Lévesque, on a fait Tout le monde en parle. Là, ça a comme fait un boom. Mais ça veut dire qu'il a fallu que ça passe par la France pour qu'au Québec, et même dans ta région d'origine, au Saguenay, que là, les gens se réveillent. C'est quand même, ça en dit beaucoup sur le Québec. Vendu, on en avait vendu 5500. C'était déjà un best-seller. Mais nous, on est rendu à plus de 90 000, là, tu sais. On n'est pas dans le même... Vrai. Non. Mais ce qui est arrivé, c'est que, moi, je pense qu'à la base, en toute modestie, il faut que le livre soit bon, parce que les gens en parlent, oui. c'est ça, puis que les gens aiment le livre. Mais tu sais, le livre était bon en 2019. Ben oui, bon, tout à fait. Mais c'est pour ça que le bouche-à-oreille fait qu'il s'était vendu, mais je pense qu'il est arrivé la mort de Joyce Echaquan pas tellement longtemps auparavant. C'est vrai. Puis là, les gens se sont comme rendus compte que, tu sais, Joyce, elle a ouvert des yeux puis des âmes, puis les gens se sont rendus compte qu'il y avait des affaires qu'ils comprenaient pas, qu'ils savaient pas. Puis là, le livre, c'était comme une explication à tout ça aussi, tu sais, parce que dans le roman, ça explique comment les gens sont trouvés dans les réserves, etc. Et je pense que c'est un peu la tempête parfaite, là, qui ont favorisé Cocum à ce moment-là. Mais maintenant, encore aujourd'hui, tu sais, même ma maison d'édition, ça continue, là. Tu sais, je veux dire, il était... T'es le bas côté de la littérature. Il a fallu que tu perces en France pour revenir percer ici. C'est vrai, non, mais c'est un bon parallèle, Joseph, as-tu essayé d'écrire des romans? As-tu déjà eu cette tentation-là? Oui, tout à fait. C'est une tentation qui habite toutes les personnes qui gagnent leur vie dans l'écriture. Toutes. C'est vrai. Y compris moi. Et puis, j'ai comme ça des projets de retraite. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment essayé, mais que je contemple très sérieusement. Est-ce que les essayistes ne font pas de mauvais romanciers? C'est-à-dire qu'on est dans le monde des idées, et la fiction, c'est pas ça, là. Fait que, tu sais, il y a rien de pire que de lire les romans de Jean-Paul Sartre. Ils sont illisibles, c'est tellement mauvais. Il y a rien de pire qu'un essayiste qui essaie d'écrire des romans puis qui rentre ses idées dans le roman. Le personnage fait des discours. Oui, c'est ça. Là, tout à fait. Oui, mais attends, Camus, c'est un romancier extraordinaire, puis il a aussi fait des essais extraordinaires. Ils sont rares. Puis en plus, c'était un dramaturge extraordinaire. Oui. Mais Camus... Mais tout le monde n'est pas Albert Camus, là. Mais Camus n'était pas un philosophe académique au sens de Sartre, qui avait fait son doctorat, la thèse, l'université et tout le Bataclan, ce qui effectivement provoque une espèce de lourdeur dans l'expression, un côté très prêchi-prêcha, qui probablement se traduit assez mal dans le roman. Mais moi, j'écris un roman, avant d'écrire l'histoire, les personnages, il y a un propos. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, quand j'ai écrit Cocum, par exemple, c'était pas important pour moi de raconter l'histoire d'Almanda puis de la famille Siméon. C'était pas ça mon but. Mon but, c'est de raconter comment s'est faite la sédentarisation forcée des communautés. Parce que les Québécois ont toujours l'impression que les gens ont toujours vécu dans ce qu'on appelle des réserves aujourd'hui. Alors que moi, ma grand-mère est née dans le bois. Moi, je suis né à l'hôpital d'Alma, donc c'est récent, donc, tu sais que ça s'est fait. Fait que soit tu peux le faire dans un essai, soit tu peux le faire dans des reportages, des ça, mais... Mais ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que si tu t'étais assis puis tu avais écrit un livre pour dénoncer les réserves, puis dénoncer la dépossession des Autochtones, tu en aurais vendu 3 exemplaires, puis personne n'en aurait parlé. Ben, en fait, donc, en passant par le roman, puis en fait, en racontant une histoire vraie,
c'est là que c'est allé toucher les gens. Moi, ton livre, il m'a bouleversé, là. Je pense que la littérature, c'est plus fort encore parce que quand l'histoire fonctionne, je suis pas obligé de te convaincre, parce que les questions autochtones, c'est toujours souvent délicat. Les gens ont des a priori, etc. Puis, si je essaie de te convaincre, je t'amène un argument, tu as un argument, j'ai un autre argument, tu as un autre argument, mais je connais mon sujet, j'ai un meilleur argument. Peut-être qu'au bout du compte, je vais arriver à te boucher. Puis je vais gagner l'argument. Mais est-ce que je vais t'avoir convaincu? Est-ce que tu vas m'avoir touché? Ouais. Est-ce que je vais t'avoir fait changer d'idée? Parce que c'est loin d'être évident, parce que là, c'est la logique, puis les gens ont leur priori. Mais quand tu le fais dans un roman, t'es pas obligé de faire ça. Tu racontes l'histoire, les gens se voient dans le personnage, puis ils ressentent ce que le personnage ressent. Tu penses pas par la tête, tu penses par le cœur. Exactement. Ça marche. Mais pour une raison qui m'échappe, c'est comme si la littérature réussissait à rejoindre des recoins de l'âme que l'essayiste de type universitaire ou le sociologue patenté parvient pas à rejoindre. Si, par exemple, tu veux savoir comment on vivait vraiment en Russie à la fin du 19e siècle, ben tu lis Tolstoï puis Dostoïevski plutôt qu'un obscur historien totalement oublié. Puis si tu veux savoir c'est quoi une femme à l'époque victorienne, ben tu lis Jane Austen. Les romanciers réussissent à, je sais pas, peut-être que c'est le souci du détail, du sentiment, je sais pas, ils réussissent à pénétrer quelque chose. Si tu veux comprendre notre époque aujourd'hui, en Occident, c'est Houellebecq. Absolument. Avant, c'était Kundera dans les années 80. C'était Kundera qui était parfaitement dessus, là. Mais effectivement, tu as raison. Mais donc, ça tournerait autour de quoi, le roman que tu voudrais écrire? Tu le dis pas? Je veux pas trop en dire, mais ce serait clairement un roman de type historique, ce qui, évidemment, déjà là, pose une énorme difficulté, qui est celle de ne pas plaquer les mentalités d'aujourd'hui sur les mentalités de jadis, tout en sachant que si tu plonges dans comment pensaient les gens jadis, tu risques d'ennuyer le lecteur d'aujourd'hui qui veut que ça bouge, tu vois. Donc, il y a une série de défis, là, que je suis pas trop sûr de savoir exactement comment les aborder. Mais je sais pas, par inclinaison, je voudrais que ce soit un roman historique. Pourquoi? Peut-être parce que j'aime pas trop mon époque. Comme est-ce que c'est écrit roman ou récit? Roman. Roman. Donc, tout est pas vrai. Est-ce qu'il y a une part d'invention? Oui. Parce que moi, j'avais pas l'intention d'écrire un roman historique. Oui. Il y a une part d'invention. Ouais, moi, j'ai étudié en histoire. J'ai fait des études de maîtrise. J'ai pas fini ma maîtrise, mais tu sais, j'ai ma scolarité, j'ai commencé ma thèse, puis quand j'ai commencé à travailler, j'ai pas fini ma thèse. Mais j'ai quand même un background d'historien. Je comprends c'est quoi la différence entre l'histoire puis les histoires qu'on se raconte. Je voulais pas embarquer dans un truc où il fallait que tout soit précis. C'était pas utile. Puis en plus, j'avais pas toutes les archives pour être capable de raconter l'histoire parce qu'il n'y a pas de documents écrits beaucoup. Alors dans le cas comme moi, je veux dire, j'ai le plus bâti possible sur des faits. J'ai eu la chance de compter, c'est ça, beaucoup de témoignages dans la famille, ma mère, mes tantes, mes cousins, tous ceux qui ont connu Almanda, puis Siméon, tout ça. Mais ma grande chance, c'était qu'il y a un livre qui a été fait par les éditions JCL à l'époque. Vous avez interviewé des anciens, genre un ancien notaire, un ancien une ancienne autochtone. C'était Anne-Marie, la fille aînée d'Almanda. Puis, c'est maladroit, là, c'est vraiment un langage parlé. Ils ont juste recueilli. Elle raconte sa vie. Puis elle raconte comment sa mère, il a raconté qu'elle avait rencontré son père. Elle regarde les vaches. La discussion avec la tante que j'ai repris dans le livre. Ouais. Sa mère qui a dit, j'aime autant prendre ma chance avec eux autres, on n'a pas mangé de viande ici depuis 2 semaines. Puis tout ça, tu sais. Puis la scène de la drave, quand ils arrivent pour remonter la rivière, ils sont incapables de le faire. Tu vois, dans le livre, Anne-Marie, elle l'a vécu elle-même avec sa famille. Mais moi, j'ai pris la scène, je l'ai fait vivre par Almanda et la famille. Mais quand les hélicoptères arrivent avec les camions... Les avions, les hélicoptères. Là, les avions arrivent là, avec les camions. Pour venir chercher les enfants. On vient chercher les enfants. Ça, c'est la cousine de ma mère qui me l'a raconté. Ça, c'est vrai, ça. Ben oui. Ils prenaient les enfants de force, ils les embarquaient dans les avions. Puis ils mettaient 2-3 heures dans le fond d'un avion. Ils les amenaient à la baie James. Au bout de la... En fait, c'est... Chisasibi, maintenant, à la baie James, là, au bout de la rivière La-Grande, il y a une île. Les Cris vivaient sur cette île-là. Puis quand ils ont fait la baie James, ils ont déménagé à Chisasibi au cas où le barrage pète pour pas qu'ils soient tués. Mais sur cette île-là, ils ont construit là le pensionnat.
Puis quand tu débarquais de l'avion, ils t'appelaient par un numéro, 1, 2, tu t'appelais 22 pour l'année. Tout ça, c'est quand c'est Mais quand ils sont arrivés dans le village, ils disent, vous avez 1 heure pour préparer les valises des enfants. Ouais. On repart avec les enfants. Ouais. Ils n'avaient pas été avertis d'avance, là. Il y avait 1 heure. Là, après ça, ils mettaient les enfants dans les avions. Ouais. Moi, quand j'ai lu ça, Michel, quand j'ai lu ça dans ton livre, pour moi, c'était clair. C'est comme les rafles des Juifs en France. Ben, ça a eu lieu ailleurs, mais je trouve que je connais bien la France. Mais rafles des Juifs, c'était pour des camps de concentration, on les gazait. Non, mais je te parle de ce moment-là de déchirement, parce qu'on séparait les enfants des parents. Ouais. C'est ça que je décris. Je te dis pas que la solution finale était la même. Je te dis pas que la finalité de l'histoire est la même. Mais cette scène-là, quand tu décris ça, c'est comme quand les agents français, les gendarmes français sont arrivés, puis on dit, ben vous avez 1 heure pour faire votre valise. C'est exactement la même chose, Mais Richard. Sophie, ne cherche pas si loin. Les séparations des enfants et des parents, tu as eu ça à la frontière américano-mexicaine avec Trump, il y a pas 2-3 ans, là. Et les gens se sont scandalisés de ça, avec raison. Et la déportation. Ouais. La déportation, les Acadiens et tout. Mais là, on parle, bien sûr, évidemment, des Autochtones ici. Toi, qui es originaire de l'Uruguay, l'Uruguay traite comment ces communautés autochtones? Est-ce que c'est quelque chose dont les gens parlent en Uruguay? La vérité oblige à dire que si tu vas en Uruguay et en Argentine, tu vas découvrir une population absolument blanche, beaucoup moins métissée que le Brésil, qui est le pays le plus métissé que j'ai jamais vu au monde. Pourquoi? Parce que en Uruguay, les Indiens, les Charruas, ont été exterminés. Donc, il n'y a pas eu vraiment de descendance qui se soit mélangée ou intégrée dans la société majoritaire. Il n'y a pas de communauté là-bas, rien? Pas du tout. Si bien que quand tu es en Uruguay, quand tu es à Montevideo, tu as le sentiment d'une population... Écoute, la plupart des Uruguayens sont de descendance espagnole ou italienne. Tu as le sentiment d'être exactement comme l'Argentine. À Naples ou à Madrid ou à... L'Uruguay a réalisé le rêve de Johnny McDonald, finalement, c'est ça? Oui, ben disons que les Espagnols... les a exterminés. Disons que les Espagnols avaient une façon assez drastique de régler la question. Toute l'Amérique latine... Toute l'Amérique, ben écoute, on sait comment ça s'est passé. Il y a eu des exterminations par millions. Bon, évidemment, l'introduction de maladies et tout. Si bien qu'en Uruguay, pour répondre à ta question, il y a des Noirs, donc des descendants d'esclaves, mais des Autochtones, tu en verras très, très peu. Très, très peu. Des fois, comme chroniqueur, et toi aussi, Joseph, des fois, ils nous tannent, là, les antiracistes zélés, puis le mouvement woke, ils nous tannent. Mais quand même, reste que pendant trop longtemps, on a dormi sa switch, on n'a pas vécu avec notre histoire. Là. Ça prenait des gens peut-être un peu plus radicaux pour nous rappeler que, écoute, l'Amérique a quand même été bâtie sur ça, là, tu sais. Oui, je trouve que... Non, mais aussi, quand tu mentionnes Johnny McDonald, tu sais, quand ils ont commencé à déboulonner les statues de Johnny McDonald, on disait « wow, 1 minute ». Mais quand tu sais ce que Johnny McDonald a déclaré... C'est pas une si mauvaise idée que ça, finalement. Ben oui, c'est ça. Oui, mais en même temps, tu sais, c'est pas... On en parlait il y a un instant. Les sociétés sont pas tellement différentes des individus ou des familles. Personne n'a trop envie de fouiller dans les recoins de son propre passé, sachant qu'il y a des squelettes, dans le placard. Il y a toujours une espèce de réticence. Si nous voulions savoir, nous aurions su. Tout cela était connu des spécialistes. Tout ça a été répertorié dans je ne sais trop combien de commissions. Mais t'entends encore des historiens, des gens qui disent, par exemple, combien de fois j'ai entendu la phrase, les fois qu'il y a une conférence de presse qu'on dit Montréal, territoire non cédé. Non, c'est pas vrai que Montréal est un territoire non cédé. Quand Maisonneuve est arrivée, les Mohawks n'habitaient pas sur l'île de Montréal, donc Montréal. J'entends encore ça. Là, puis des fois, j'entends ça, je pense toujours à la fois où j'avais entendu ça à la radio, puis j'étais sur la 20. Puis j'entendais ça, le gars à la radio expliquait ça. Ouais, mais quand Maisonneuve est arrivée, il n'y avait personne, les Mohawks n'étaient plus là. Non, mais il y a des historiens qui disent que c'est totalement faux, c'est un territoire. Non, mais même si c'est vrai, là, c'est comme quand tu te promènes sur la 20, tu regardes le terrain boisé à côté, puis t'es des Chinois, tu sais, t'es le gouvernement chinois. Ah, ben, ça appartient à personne. Il n'y a personne qui habite là. On pourrait aller, la Chine pourrait bâtir une ville là. C'est un territoire non réclamé. Il n'y a personne qui est là. Mais tu sais, c'est ridicule, mais on dit encore des choses comme ça.
aujourd'hui encore. Là, Mais qu'est-ce qu'on devrait dire d'après toi alors, Michel? Ben, c'est simplement que c'est des territoires. Moi, j'aime pas tellement non plus l'expression de territoire non cédé, etc. Ben, ça devient comme du charabia que les gens tiquent là-dessus pour comprendre c'est quoi. Ouais. Mais le fait est que on est dans le territoire des Mohawks, reconnus par des traités internationaux, qui ont des droits internationaux, que le Canada, à un moment donné, va devoir reconnaître qu'il y a des conséquences à ça. Je regarde chez nous, pour les Inuits, par exemple, là, quand ils développaient le plan Nord, par exemple, de sous Couillard, là, aucun Autochtone n'avait été consulté, mais les Inuits ont des droits reconnus par l'ONU sur ces territoires-là, que le Canada ne respecte pas encore, mais qui existent. Puis moi, avec COCOM, là, puis pendant longtemps, on n'a rien fait avec ça ici. Mais moi, COCOM est publié en Allemagne, en France, puis là, en Espagne bientôt, tout ça. Puis j'ai fait une entrevue maintenant avec une journaliste d'un magazine qui s'appelle Book Culture, en Allemagne. Puis elle me posait des questions sur Trudeau. Puis elle regardait la gestion de la forêt, par exemple, là, puis elle comparait, mettons, la forêt boréale avec la forêt amazonienne. Puis elle dit, écoute, au Canada, le monde commence à regarder et se dire, ça a comme pas de bon sens. Fait que pendant longtemps, on ne s'en est pas occupé ici. Mais l'image du Canada fait en sorte que tu n'auras pas le choix de t'en occuper. Puis il va falloir que tu t'entendes avec les peuples autochtones pour leur reconnaître. Je ne sais pas sous quelle forme ça va prendre. Moi, je suis pas un expert de ces questions-là, mais en même temps, de mes trop brèves lectures, il y a quand même des nuances à faire. C'est-à-dire qu'il y a des nations qui ont signé des traités qui s'attendent très logiquement à ce qu'ils soient respectés. Tu as des nations qui n'ont pas signé de traité et qui donc disent « nous, on n'a jamais rien cédé ». Puis tu as des nations dont on sait, et c'est le cas des Mohawks, qu'à l'origine, ils viennent de l'État de New York. Et ils sont venus ici suite aux guerres entre Autochtones ou parce que, pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, ils ont choisi le mauvais camp, la Grande-Bretagne. Donc, évidemment, ça ne les mettait pas en sympathie avec les nouveaux colons américains. Donc, beaucoup d'entre eux ont choisi de vendre leurs terres et de venir ici. Donc, il y a là, si tu veux, une diversité de situations qui, si au moins elle autorise une conclusion, c'est qu'il n'y a pas de solution globale et uniforme qui convienne à tous. Et il n'y a pas de solution simple. Et surtout, le fait de commencer un discours en disant « je reconnais que nous sommes un territoire non cédé ». Moi, je suis allée au théâtre, au Centaure, dans le Vieux-Montréal, et la directrice du théâtre est venue nous accueillir. Et avant que la pièce commence, elle dit, avant même qu'elle fasse son discours, elle dit « je veux reconnaître que je suis sur un territoire autochtone non cédé ». C'est juste que je trouve que c'est du faisage. Parce que le fait que tu dises ça, qu'est-ce que ça change à la réalité des gens qui sont au coin de la rue, qui sont des itinérants autochtones, qui sont sous à 9h le matin? C'est du virtue signaling, comme on dit. Ça peut juste montrer à quel point toi, t'es bon, mais ça change quoi concrètement? Toi, t'es bon, mais bon. Moi, si j'étais autochtone, personnellement, je pense que je serais insultée de ça, parce que c'est juste du parlage, puis du niaisage, puis du faisage. Tu sais, ce qui est important, c'est quand même que, pour que, à un moment donné, les gens reconnaissent que si tu veux exploiter les ressources d'un territoire sur lequel les gens ont des droits, il faut que les gens qui ont ces droits-là encore reconnus par des institutions internationales. C'est pas du charabia inventé, là. C'est les textes, il faut que ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, en bénéficient. La triste vérité, c'est que la politique, c'est un monde cruel, c'est un monde cynique, dans lequel une seule chose compte, une lutte impitoyable pour le pouvoir. Et la vérité est que les Autochtones, corrige-moi Michel si je me trompe, sont à peu près 1,5% de la population du Québec, à peu près 4% de la population canadienne. Alors les politiciens, là, tout parti confondu, se demandent combien de circonscriptions cette question-là va déterminer. C'est bon, ça. Et effectivement, l'électeur moyen là, au Québec, quand il va dans l'isoloir et qu'il choisit de faire son X là, au Québec ou à Toronto ou à Vancouver ou à Calgary, combien d'entre eux, au moment de voter, priorisent la question autochtone? Pas beaucoup. C'est une bonne question, Michel. Et Léger, par exemple, fait des sondages depuis je sais pas combien de décennies sur quelles sont les priorités des Québécois. Les routes, les hôpitaux, les impôts. Et la question autochtone, froidement, est pas dans les 10 premières. Et nos élus le savent. Donc, ce sont des communautés peu nombreuses, éparpillées sur un énorme territoire, divisées entre elles. Donc, le rapport de force face au pouvoir à Québec ou à Ottawa, il n'est pas énorme. Il n'est pas énorme. Mais en même temps, quand il arrive des choses comme Jos et Chacoan, t'en as parlé, Michel. Ils font un drame pour...
ou quand il arrive, quand on découvre les cadavres de 215 enfants autochtones sur un territoire d'un pensionnat à Kamloops, ben là, les gens sont comme dévastés. Et je pense que cette dévastation-là, elle est sincère. Bien sûr qu'elle est sincère. Les gens sont vraiment sincèrement bouleversés par ces deux événements-là. En même temps, on peut pas être entièrement surpris. On peut pas être entièrement surpris. As-tu été entièrement surpris? Moi, je me doutais de ce genre d'horreur. Non, mais écoute, Joseph, je me doutais aussi, c'est bien sûr. Mais écoute, là, quand tu lis qu'il y a des filles dans ces pensionnats, des jeunes autochtones qui ont été violés par des prêtres, qui ont accouché, ils ont pris les bébés puis ils les ont jetés dans les fournaises. Ouais. Écoute, là. C'est dans la commission Réconciliation et Vérité. Ça, je dis, ça, c'est l'horreur, là. Et ce que j'ai lu aussi, c'est une anthropologue qui est intervenue dans Le Devoir. Elle dit, la commission Vérité et Réconciliation, lorsqu'ils sont venus siéger au Québec, il n'y avait aucun journaliste présent. Elle était là. Elle est allée à la commission. Il y avait une journaliste autochtone. Et c'est tout. Il n'y avait aucun journaliste présent dans la commission quand elle a siégé au Québec. Ça te choque-tu comme journaliste? Tu écrivais un journal, tu n'en as pas parlé non plus. Mais non. Moi, j'étais à TVA, puis on le couvrait avec le reporter local de Sept-Îles. Il faisait un direct dans le 17h, il n'y a pas tout pas dans le 18h, pas tout pas dans le 22h. Voilà. La phrase, là, les histoires d'Indiens, Michel, ça intéresse personne. Je l'ai entendu dans toutes les salles de nouvelles où j'ai travaillé. À Radio-Canada, à TVA, dans l'Ouest, ici. Le dernier qui m'a dit ça, c'était quand j'étais à TVA. Jean-Pierre Jodoin m'avait dit ça de même. Michel, l'histoire d'Indiens, ça intéresse personne. Ça fait pas longtemps. Mais est-ce que tu peux le blâmer? C'est-à-dire qu'en fait, ces patrons-là te disaient la même chose que ce que dit Joseph, qui n'est pas un jugement de valeur, mais qui est une constatation. Parce que tu le sais, Michel, on est dans un système où, si tu veux avoir des codes d'écoute, il faut que tu parles aux gens de ce qui les intéresse. Ouais. Si ton public s'intéresse au hockey, tu vas leur parler de hockey. S'ils s'intéressent au soccer, tu vas leur parler du soccer. S'ils s'intéressent aux affaires autochtones, tu vas leur parler des affaires autochtones. Cette journée-là, je voulais faire un reportage sur les suicides d'enfants. Ouch. OK? Puis, il y avait un enfant qui s'est suicidé, je pense, à Drummondville. On en avait parlé pendant une semaine, pas l'Arcade le matin, pendant une semaine, c'était le sujet. Puis moi, j'avais eu l'idée de vérifier c'était quoi les chiffres pour les Autochtones. Puis là, je m'étais rendu compte que de mémoire, là, écoute, c'était comme genre, il y a de 3 à 7 ou 10 suicides d'enfants par année. Puis sur ça, il y en a 2 à 7 qui sont des Autochtones. C'est comme s'il y avait 230, 250 enfants qui se suicidaient par année, si tu fais le prorata de la population. Fait que c'est des chiffres énormes. Le plus jeune enfant qui s'est suicidé, je pense qu'il avait 11 ans. Petite fille dans une communauté à Tikamek, à côté de Manawan. S'est pendu avec sa corde à danser dans le sous-sol, reconnu dans le rapport du coroner comme un suicide. La maison, maintenant, est hantée pour les gens de la communauté. Ils n'ont pas elle a juste été abandonnée. Les gens ne retournent pas, ils l'ont pas détruit, ils n'ont pas rien, les gens font le tour. Puis le père de la petite fille, qui habite maintenant à Latuc, avait accepté de m'accompagner pour retourner dans la maison, sur les lieux, etc. Il m'a dit, non. Ça n'intéresse pas le monde. On a dit, Michel, l'histoire d'Indien, ça intéresse personne. Alors, je pensais que l'histoire d'enfants, ça nous intéressait, là, mais non. Ouais. Fait que, je raconte ça pour dire que c'est vrai ce que tu dis, tu sais, mais tu sais, quand on parle de racisme systémique, ça en est un exemple patent, ça. C'est-à-dire que tu traites pas les gens de la même manière en fonction de la couleur de leur peau, dans ce cas-là. Parce que l'histoire, pas parce que les gens sont eux-mêmes racistes, parce que les gens, ils sont pas racistes, ils pensent que ça intéressera pas leur public. Donc, ils traitent pas le sujet. Donc, si t'es une victime de telle couleur ou telle couleur, ton histoire va être plus traitée par les médias ou pas, parce que ça plaît à la majorité. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on déshumanise les gens de cette façon-là, c'est ça. Ça nous renvoie. J'ai appelé le père de la famille pour lui dire qu'on laissait faire, qu'on ferait pas l'histoire, finalement. Ça nous renvoie à nous, les médias, comme responsabilité. Bien entendu, il nous faut du public, il nous faut des lecteurs, il nous faut des revenus publicitaires. Maintenant, est-ce que c'est le seul critère? Raconter les histoires que nos lecteurs veulent entendre? Ou est-ce qu'on n'a pas quelque part aussi Éternelle une autre question. responsabilité? Ouais. Vous savez aussi bien que moi à quel point les impératifs commerciaux dans notre industrie plus que jamais. Cocom est le livre le plus vendu de l'année. Le succès qu'on n'a pas vu pour un roman depuis longtemps. Auteur autochtone, histoire autochtone, territoire autochtone. C'est vrai. D'ailleurs, oui, mais ça, c'est la preuve
t'es l'exemple qui montre justement qu'il y a un intérêt pour ça. Mais en même temps, les gens se sont intéressés à ton livre, pas juste parce que ça parlait de ces questions-là, parce que c'est un drame humain que tu racontes de gens qui sont dépossédés de leur territoire. C'est la même chose pour les médias, à la rigueur. Si ça marche pour Cocum, pourquoi ça marcherait pas pour les autres? Parce que les maisons d'édition, ils ont besoin d'en vendre. Ben oui, c'est le même réflexe. Là, mais moi, il y a quelque chose que je remarque, depuis qu'on a commencé notre lunch, des fois, tu dis « nous » et des fois, tu dis « les Autochtones ». Donc, est-ce que tu te considères à temps plein ou complètement un Inou? Oui, mais c'est comme on dirait les Québécois, nous. Mais okay. Des fois, les Québécois sont de même. Là, c'est juste comme ça. Bon, mais ton héritage est quand même partagé. Oui, t'es pas 100% le sang qui coule dans tes veines, si on veut parler en termes vraiment, là. Il est pas 100% Inou. Non, ma mère est autochtone, mon père est blanc. Je me sens aussi blanc, d'une certaine manière, c'est sûr. Je suis près aussi des deux côtés de la famille. Mais oui, mais tu sais, ça, l'identité, c'est dur à calculer. Tu sais, mes frères, eux, ont moins cette sensibilité-là. Puis hier, c'est drôle, j'avais rencontré ma cousine. J'étais avec ma mère faire son deuxième vaccin, puis on avait célébré ça avec un verre de rosé sur une terrasse. Ah, ça, c'est le fun. Puis j'ai une cousine à Sorel, puis elle est passée. Fait que là, on a jasé, puis tu sais, on faisait le tour des gens. Dans la famille, il y a des gens qui se sentent autochtones, il y en a qui se sentent pas autochtones. Moi, mes deux frères se sentaient pas. Puis ma cousine, pas trop. Puis d'autres cousins, oui. Tu sais, c'est difficile. Puis tu ne sais jamais exactement c'est quoi la part de toi qui l'est, tu sais. Ben oui. Je veux dire, il y a 2 ans, quand je suis allé chez Iris pour faire mon examen de la vie, tu sais, la technicienne, ils prennent ta photo de ton œil, ça va, c'était le glaucome, là, une grosse photo. Maintenant, elle me regarde, elle dit, êtes-vous autochtone, là? J'ai dit, oui, pourquoi? Elle dit, la couleur de votre œil. Elle dit, couleur-là, dedans, elle dit, on voit ça chez les autochtones. Puis moi, j'ai les yeux verts ou bleus. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais là, ah ouais, vous êtes sérieux? Ah ouais, regarde, ça, cette couleur-là, là, tu vois ça juste chez les autochtones. Mais toi, t'as 5 ans. Donc, même si tu voulais nier cette identité-là ou la mettre sous le tapis, reviendra en pleine face, c'est le cas de le dire. Ben, moi, je la considère pas en termes de pourcentage de sang. J'ai jamais aimé ça. Mais quand même, tu sais, ça m'a donné l'exemple que tu sais jamais c'est quoi la part de toi qui l'est, la part de toi qui l'est pas. Ça dépend aussi qu'est-ce que toi, tu sens. Ici Mathieu Bock-Côté. Vous savez que je suis un fervent défenseur du choc des idées et que je plaide pour qu'une plus grande diversité de voix puisse être entendue dans l'espace public. Avec mon balado « Les idées mènent le monde », j'ai créé un espace pour permettre à des intellectuels, des journalistes et des acteurs de la vie publique d'exprimer la complexité de leurs pensées. Et ensemble, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre monde. Vous pouvez écouter sur l'application de Cube Radio ou sur le site web de cube.radio dans la section « Balado ». Mais Joseph, est-ce que tu te considères un Québécois d'origine uruguayenne ou un Québécois point? Moi, je me considère comme un Québécois point, mais on me demande souvent, moins maintenant, mais pendant des décennies, on me dit, votre nom, là, c'est pas Gauthier, c'est pas Tremblay, ça vient d'où? Et je leur disais, devinez. Et pour Dieu sait quelle raison, les gens spontanément disaient, vous, Fakal, ça doit être libanais. Hein? Et je leur disais, mais vous êtes totalement dans le champ. Mes grands-parents venaient d'Espagne. Détour via l'Uruguay, puis on est parti au moment des coups d'État militaires. Donc, je te dirais que je me suis longtemps défini comme tout simplement un Québécois avec un drôle de nom. C'est mignon. Et je garde, si tu veux, ma petite différence à moi. De temps en temps, parler espagnol à la maison ou manger certaines choses qui, par exemple, me rappellent mon enfance. Mais ce qui m'énerve, et le jeu que je n'ai jamais joué, c'est de demander une reconnaissance officielle de ma différence. Problématique complètement différente de celle des Autochtones. Eux venaient d'ici. Mais si chaque nouvel immigrant demande qu'on lui reconnaisse officiellement, avec droits et privilèges rattachés, sa différence, ça donne ce que le multiculturalisme produit si souvent. Des gens qui se recroquevillent sur leur communauté, ne se parlent pas, ne se comprennent pas. Donc, moi, tu vois... Donc, tu fais la différence entre les gens qui arrivent, les néo-québécois, et les gens qui étaient déjà ici, comme oui, les évidemment. Oui, parce que pour les Autochtones, les Québécois, c'est des néo-arrivants. Mais tu vois, oui. Politiquement, Richard, politiquement, il y a beaucoup d'immigrants
qui, ici, ont, de manière très, très rentable pour eux, ont joué la carte de la communauté ethnique, le baron ethnique. Hein? Je pourrais nommer des noms. Autrement dit, le député qui dit, quand vous parlez à moi, vous parlez à tous les Italo-Québécois. Quand vous parlez à moi, vous parlez à tous les Grecs du Québec. Moi, j'ai jamais voulu être le porte-parole des Latinos. Hein? J'ai pas voulu m'auto-enfermer. Jamais joué cette carte-là. Moi-même le petit jeu du baron ethnique, là, tu sais. J'ai jamais joué ça. Évidemment, au PQ, j'aurais été assez mal placé pour jouer ça de toute manière, là, tu vois. Mais non. Moi, j'ai toujours considéré que j'étais un Québécois venu d'ailleurs, tout simplement. Mais par exemple... Et puis, le peuple québécois a été bon pour nous. Tu vois, je trouve souvent que j'ai beaucoup écrit sur les mauvais procès faits aux Québécois. Je prétends pas qu'on est meilleur que d'autres, mais fondamentalement, le peuple québécois a été généreux pour ma famille. Il nous a accueillis à bras ouverts. Et le pire qu'on a eu, c'est des remarques sur mon petit accent français quand je suis arrivé. Alors, tu vois, le peuple québécois, il était généreux pour nous. Et souvent, je trouve qu'on lui fait un fort mauvais procès. Je te pose la question, est-ce que tu es un auteur québécois, un auteur Innu ou un auteur point? Bah, à la base, je suis un auteur, là, tu sais. Mais moi, j'ai pris la décision, c'est pas pour me faire du capital ou jouer le baron, mais j'ai pris la décision à un moment donné de me présenter comme un auteur Innu. Puis la raison, c'est que les Autochtones sont invisibles dans l'espace public. Ça, c'est vrai. Ils sont nulle part. Si on prend les médias, c'est le seul journaliste dans la presse électronique dans tout le Québec. Tu sens une responsabilité de parole. Oui. Il y a un journaliste dans la presse écrite et dans le Devoir, Michel Sioui. À l'époque, à la radio, il y avait Miracri. Oui, c'est ça, mais ils sont plus là. Mais mettons, une journaliste noire n'a pas besoin de dire qu'elle est noire, ça se voit. Tandis que toi... Ben moi, c'est parce que je pense plutôt aux gens qui sont dans les communautés, qui se voient nulle part, ben ils se disent que... Puis ce qui m'avait donné le déclic de ça, c'est qu'un jour, une personne m'a envoyé par Facebook une photo qui avait été prise dans la bibliothèque de l'école de Pessamit, qui est une communauté sur la Côte-Nord, pas loin de Bécomo. Puis la professeure avait pris tous mes livres, qui parlent pas tous de sujets autochtones. Mais non. Puis elle les avait mis en présentoir, puis elle avait dit Michel Jean, auteur Innu. Puis là, quand j'avais vu cette photo-là, je me suis dit, sais-tu quoi? Ce que ça montre, dans le fond, elle a fait ça pour dire aux jeunes qui sont à Pessamit, là, où les taux de décrochage sont élevés, puis tout ça, que ça se fait être un Innu, puis être un auteur. Fait que je me suis dit, dans le fond, tu sais... Tu peux être un modèle. Tu peux être un modèle pour un jeune quelque part qui va peut-être avoir le goût d'écrire. Moi, un modèle, mais au moins, je me dis que tu le vois, la personne qui est là, ça se peut. Fait que si lui est capable, toi aussi, tu peux le faire de la même manière que quand j'ai vu Natacha Canapé-Fontaine qui jouait dans Unité 9. Ouais. J'étais dans mon sol devant ma TV puis j'ai pleuré, tu sais. Ah, t'es sérieux? Ah oui, parce que je me disais, wow, qu'est-ce que ça représente, la petite fille qui est à Equachinit ou à Mastouillage, qui voit en plus quand c'est de ta communauté, là, mais puis qui joue un rôle dans une grande série, etc., tu sais. Alors que tu te vois nulle part. Il n'y a jamais un personnage qui est comme toi dans aucune série que tu regardes. Jamais. Ça n'existe pas. Donc, les séries, tu les regardes pas. Parce que tu te reconnais pas. Ben, tu les regardes, mais tu te reconnais pas. Ouais. Fait que moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pris la décision que quand tu me demandes une bio, là, Michel Jean, auteur Innu. Mais bien sûr que je suis un auteur québécois. Si je fais un post avec mes livres, je vais faire hashtag littérature autochtone, hashtag littérature québécoise aussi, parce que je suis quand même un Innu du Québec, puis qui a aussi des racines autant québécoises. T'sais, moi, c'est pas tellement important pour moi, justement, de tracer la ligne où est-ce que c'est. Moi, je me sens Innu, c'est comme ça. Puis je pense que c'est important qu'on ait une visibilité pour les gens, une certaine représentation. Tu sais, comme Cocom, on va faire une série de TV avec, là. Mais tu sais, quand le producteur m'a approché, puis ils ont acheté les droits, puis on a une première rencontre, ils m'ont demandé, il dit, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu faire un film ou tu voudrais faire une série avec le livre? Ben, moi, j'ai dit, écoute, un film, là, honnêtement, c'est le fun parce que tu peux faire la tournée des festivals, les tapis rouges, puis le kit, tu voyages dans le monde avec un film. Ben oui. Fait que j'ai dit ça, c'est sûr que c'est le fun. Mais j'ai dit, moi, j'aimerais mieux une série. Parce qu'une série, ça veut dire que les gens dans les communautés vont pouvoir la voir chez eux. Fait qu'à Nutashquan, les gens vont ouvrir la TV puis vont voir à l'heure de grande écoute une série populaire qui se passe chez eux. Puis ça, pour eux autres, les cinémas, tu le vois une fois, puis il n'y a pas de cinéma dans la majorité des communautés autochtones au Québec. Alors qu'il y a des télés. Ils ont des TV. Puis les Québécois eux-mêmes, ils vont se voir, puis ils vont voir cette portion-là de leur histoire dans la TV, qui est un média populaire. Ton coming out, c'était quelle année à peu près? Ton coming out, écoute, je peux dire, 2012.
Ah oui, tu es capable de dire l'année où tu as dit. En fait, je vais t'expliquer comment c'est arrivé. J'ai écrit un livre qui s'appelle El Innu, qui a été réédité sous Atuk El Innu. Précisément. Puis dans ce livre-là, je le raconte, mais ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais 1000 questions. J'étais très près de ma grand-mère, puis en tout cas, plein d'histoires, puis on n'avait pas de réponse, parce que ma grand-mère, elle s'est retrouvée à Alma jeune, puis c'est la seule autochtone dans une ville blanche au Lac-Saint-Jean dans son époque, fait que c'était pas facile. Fait que ma grand-mère, elle voulait comme pas se faire remarquer, elle disait qu'elle était pas autochtone, puis tout ça. Mais elle était super fière, elle était à passer 2 mois avec ses sœurs à faire du camping, avec la tente là-bas, tout ça. Puis quand elle est décédée, moi, je suis arrivé, puis à un moment donné, on va aux funérailles, tu sais. Puis là, c'est comme une scène de film, ça. Tu sais, on fait une dernière prière avant de fermer le cercueil, là. Puis on fait la dernière prière, puis l'employé, je te jure, on est comme dans... Viens pour... Puis là, il y a une petite voix en arrière qui dit, est-ce qu'on peut faire une dernière prière dans la langue de Jeannette, ma grand-mère? Fait que tout le monde a dit oui. Puis là, c'est comme ses cousines à ma mère qui étaient là, puis il y avait encore un de ses frères qui... Ils ont commencé à prier, puis les Inuits, ils chantent les prières. Je te jure, on est tous devenus émus, on avait toutes les larmes aux yeux, puis c'était comme si le côté autochtone de la famille se révélait au côté non autochtone de la famille qui a pas grandi dans la communauté. Tu sais, puis pour eux autres, qui ont toujours été tenus loin de ça parce que c'était mal vu, parce que c'était pas une affaire dont on se vantait dans les années 40, 50, 60. Puis après ça, on est allé au restaurant. Puis là, justement, celle qui avait demandé à parler, qui s'appelle Jeannette comme ma grand-mère, elle vient me voir. Moi, c'est la première fois que je la vois. C'est la fille d'Antonio, le frère de ma grand-mère, c'est la cousine de ma mère. Puis elle me dit, Michel, elle dit, faut que je te parle. Je dis, oui. Elle me connaît de la TV. Ben oui. Elle dit, toi, Michel, elle dit, je veux te dire quelque chose. Oui. Elle dit, toi, Michel, là, elle dit, l'Indien, là, tu l'as en toi. Je dis, OK, c'est beau, mais qu'est-ce que tu veux dire, Jeannette? Ben, elle dit, moi, je te vois souvent dans des situations où les gens s'énervent autour de toi, puis tout le monde court, puis tu sais, dans ma job, j'en ai fait, moi, des manifs, des gags. Là. Les gens s'énervent autour de toi, puis elle dit, toi, là, t'es toujours calme. Elle dit, ça, c'est indien. Ah. Ça, c'est un profil amérindien. J'adore cette histoire. Fait que là, c'est comme quand tu lances une roche dans l'eau. Tu sais, vois plus, elle est tombée dans le lac, mais elle continue de descendre dans l'eau. Fait que dans ma tête, ça a resté. Puis là, je me suis dit, tu sais, c'est vrai que je suis comme ça. Puis j'ai toujours pensé que c'était un trait de caractère, mais elle me disait non, c'est un trait culturel. Passionnant. Fait que là, je me suis posé la question, quelle est la part autochtone qui a survécu à moi? Fait que là, moi, la réflexion s'est faite, puis le rapprochement avec la communauté s'est fait à partir de ce moment-là. Puis j'ai écrit Atuk El Innu à ce moment-là. Puis là, je me suis rapproché du côté autochtone de la famille, puis c'est un peu comme, bon, les fils se sont rattachés après, mais tu sais, c'est là que je me posais la question, puis je regardais les photos, tu sais, de mon arrière-grand-père, puis tu sais, regarder c'est quoi la part. Puis qu'est-ce que tu sens? Tu me posais tantôt, tu sais, qu'est-ce que tu sens d'autochtone en toi? Tu sais, fait que c'est vraiment à partir de ce moment-là que moi, ça a commencé. Je vais vous raconter une histoire. Ah, j'adore les histoires. Okay. Moi, je dévore les histoires. Les Facals viennent du nord-ouest de l'Espagne, de la Galice, près de Saint-Jacques-de-Compostelle, d'un petit village qui, ironiquement, s'appelle Oca, mais avec un C, pas avec un K. Quoi qu'il en soit, mon grand-père part en Uruguay et laisse derrière lui tous ses frères et toutes ses sœurs, qui, eux, sont demeurés en Espagne. Pourquoi? Parce que c'était une famille de cultivateurs, et à la mort du patriarche, la terre n'est pas divisée en lopins, ça ferait des surfaces trop peu improductives, c'est l'aîné qui hérite de tout. Et comme mon grand-père n'était pas l'aîné et trouvait que son frère aîné était un parfait imbécile, il dit, moi, je prends mon baluchon, puis je m'en vais en Amérique du Sud. C'est bon. Les Écossais, les Irlandais sont venus au Canada, les Espagnols et les Italiens ont été en Uruguay et en Argentine. Donc, quoi qu'il en soit, on se retrouve en Uruguay, mais on sait que nous ne sommes qu'une petite branche, un petit rameau. Le tronc d'arbre est resté en Espagne. La famille est encore là-bas. Donc, en 2009, c'est mon année sabbatique à l'université. Je m'en vais à Madrid, en Espagne, et mon père, qui lui est ici, me dit, tu sais, j'ai encore des cousins au Xème degré qui sont en Espagne, que je n'ai pas revus. Voici les coordonnées de, si ça te tente. Alors, je suis à Madrid, et je téléphone dans ce petit village en Espagne à un lointain cousin de mon père, et je lui dis, je suis le petit Facal de l'Amérique du Nord maintenant, on s'est jamais vu, j'aimerais ça. Et il me dit, mais ça fait 50 ans qu'on t'attend. Oh! Alors là, oh, t'es ému, Joseph. Et là, j'ai dit aux enfants, hey, on loue un char, puis on s'en va. Et on arrive là-bas,
et j'ai retrouvé la maison ancestrale, qui évidemment était une ancienne ferme, aujourd'hui tout à fait modernisée puis reconvertie avec... Mais bon, tu vois, et là, on m'a dit, ben tu vois, ici, c'était jadis l'étable, et puis bon, tu sais, évidemment, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui, là. Et donc, évidemment, pour mes enfants, ça a été, comprends-tu, un moment absolument bouleversant. Il y avait le petit cimetière du village où tous les facals sont là. Et là, je leur ai dit, voyez, hein, on n'est peut-être pas des Gauthier ou des Tremblay, mais il y a d'autres endroits où notre nom est banal. Il y a d'autres endroits où notre nom est banal. Mais tout ce que vous avez en commun, vous soulignez l'importance des racines. Toi, tes racines, c'est Verdun. Toi, tes racines, c'est Inou. Toi, tes racines, c'est l'Espagne, l'Uruguay. Moi, mes racines, c'est la France. C'est là que je suis née. Je suis née à Bordeaux, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Marseille. J'ai 55 ans et dans quelques semaines, on va prendre l'avion, on va arriver à Paris, on va arriver à l'aéroport et pour moi, ça va être, je rentre à la maison. Écoute, ça fait 43 ans que je vis au Québec. Je vais aller dans un marché, je vais acheter une tomate, je vais prendre du beurre, ça va goûter le beurre français, ça va goûter les tomates françaises. Ça, c'est correct, il est meilleur que le nôtre. Et ça va être mes racines. Bien sûr. Et on peut pas enlever ça à quelqu'un, c'est mon enfance. Je vais aller me promener aux Tuileries, je vais marcher, puis le petit bruit que fait le gravier aux Tuileries, ben c'est pas le même petit bruit de cailloux de n'importe où ailleurs à travers le monde. C'est nos racines, on peut pas s'enlever ça, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Je veux dire, toi, t'es Martineau parce que t'as grandi à Verdun, puis toi, t'es Jean parce que t'as grandi là où t'as grandi. Mais la différence pour les Autochtones, c'est que tous ces territoires-là existent, tandis que pour les Autochtones, le territoire est enlevé et pas accessible. C'est ça. C'est ça. Si vous étiez là tu peux pas prendre l'avion pour t'en aller dans Nitassinan. T'habites dans Nitassinan, mais c'est pas à toi. C'est pas chez toi. C'est pas, très bien dit. Tout est là autour, tu sais. C'est la différence pour les Autochtones par rapport à cette question-là. L'immigrant, sauf dans le cas particulier du réfugié, l'immigrant, c'est un départ volontaire. Ça fait toute la différence. Ouais. Entre la dépossession et choisir de changer de pays parce que tu penses que tu auras de meilleures opportunités ailleurs. Parce que là, en fait, tu quittes pas ton territoire, tu restes sur ton territoire, mais c'est ton territoire qui t'est enlevé. Qui t'est enlevé. C'est exactement le processus inverse. Je pense à mon arrière-grand-père, c'est Thomas Siméon, là, qui lui, à un moment donné, quand ils ont été forcés de rester dans la réserve, c'est sûr que tu peux pas vivre il y a pas assez de stock autour pour chasser, pour nourrir tout le monde. Donc, il y avait des subsides. Ils donnaient de l'argent pour vivre là. Pendant ce temps-là, on exploitait la forêt, puis on donnait les jobs à qui. Puis, leur seule manière d'accéder encore au territoire, puis de faire ce qu'ils aimaient, ce qu'ils avaient toujours vécu, puis pour les Autochtones, c'est culturel, le lien avec le territoire. Ils servaient de guide de chasse. Fait qu'il était il y avait une grosse pourvoirie dans la réserve faunique de Laurentides. Puis pour aller dans le bois, là, ils s'en allaient là-bas. Puis ils guidaient les Américains qui allaient pêcher, puis chasser là où aux autres étaient quand ils étaient jeunes. Puis ils partaient avec les bêtes, puis le kit. C'est humiliant. Ouais. C'était la seule manière qu'il y avait de continuer à vivre dans le territoire, sinon ils ne pouvaient pas y aller parce que c'était des clubs privés, puis tout. Fait que, tu sais, ils ont quand même vécu ça, ces gens-là. Fait que ça laisse des blessures aussi. Puis après ça, on crée toutes sortes de problèmes avec les pensionnats, tout ça. Ce qui fait que pour les Autochtones aujourd'hui, tu sais, tout est plus compliqué encore un peu que ça, tu sais. On parle de ça, moi, c'est vieux, mais... Puis le Québec a beaucoup dit, tu sais, c'est la loi sur les Indiens, c'est fédéral, puis tout ça, puis c'est vrai, là. Mais les Inuits, là, ils dépendent du Québec, eux autres. Ils sont pas régis par la loi sur les Indiens. Les Inuits, ça s'est fait plus... Puis c'est le Québec qui gère actuellement les Inuits, là. Je dis gère, entre guillemets, là. Parce que quand, à un moment donné, le Canada voulait occuper le Nord, parce qu'avant, ça ne dérangeait pas. Jusqu'à des années 50, ils vivaient encore dans des igloos, là. Personne ne s'en occupait. À un moment donné, guerre froide, le Nord, c'est devenu important. Fait que là, ils ont voulu occuper le territoire. Puis là, à un moment donné, Ottawa voulait rien savoir des Inuits. Ils ont dit, nous autres, on s'occupe déjà des Premières Nations. Fait que Québec a dû prendre sous sa responsabilité les Inuits. Ils ont pris. Ils ont regroupé dans, je pense, 14 communautés de force. Fait que les gens vivaient, dans le fond, c'était des chasseurs qui vivaient de la mer, en fait, chasseurs-pêcheurs. Ils ont regroupé dans des villages. Là, évidemment, chaque Inuk arrivait avec son traîneau à chiens, 14 chiens. Fait que tu imagines le nombre de chiens. Fait que c'était dangereux. Fait que là, la police GRC et la SQ descendaient puis tuaient les chiens. Puis si tu tuais pas ton chien, ils tuaient les chiens dans les rues, tac, 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 on te donne un skidoo.
Puis, fait que les gens se sont retrouvés dans ces villages-là à rien. Puis là, il n'y a pas de job. Puis tu peux plus chasser, pêcher autour pour nourrir les gens de toute façon. Fait que tu vis dans un village où il n'y a rien. On te donne de l'argent. Fait que les gens commencent à boire, l'alcool. Fait que ça, c'est depuis les années 60, 70. Mais ça, Là, sur maintenant, 2 générations. mais là, on commence à voir les itinérants dans les rues à Montréal. Puis les gens chialent un peu. La meilleure façon de tuer un homme est de le payer oui. à ne rien faire, C'est ça. comme disait Fait que- Félix Leclerc. Ouais. Fait que, tu sais, ça continue encore aujourd'hui. Ça, Joseph? même pour ces gens-là. Tu dis, ça a commencé, ou ça s'est aggravé dans les années 60, 70. Il y a un instant, on parlait, Richard, de la responsabilité des médias. Moi, là, dans le panorama médiatique actuel, il y a un silence que je trouve assourdissant. Tu parlais il y a un instant de Bernard Landry, aujourd'hui décédé. On a vu les ouvertures de Justin Trudeau. Corrige-moi si je me trompe, mais il y a un ancien premier ministre fédéral, encore vivant, qui fut ministre des Affaires Jean indiennes Chrétien. pendant les années 60, et c'est Jean Chrétien, qui a été se renseigner sur ce qu'il pense de ce qu'on apprend en ce moment. Très, Je trouve que son très, très silence bonne est question. assourdissant. Ouais. Assourdissant. Parce que quand on a fait une carrière en politique de pratiquement un demi-siècle, on doit avoir des choses à dire Ouais, t'as tout sur à fait raison. les politiques du gouvernement fédéral. Et Qui ne il- résument pas toute la problématique, Non, non. mais qui sont une bonne partie de la problématique. qui était ministre, comme Et qui tu était disais, ministre des Affaires indiennes. Des Affaires Dans indiennes. les années 60, sous Trudeau père. Qui se promenait avec sa veste en daim. Ouais. Puis son canot. Et Avec la caméra. Ben oui. Personne n'a été l'interroger. Mais t'es- Ouais, tout à fait Personne raison. n'a été raison. interrogé, Jean Chrétien. Et le système des réserves, il aide ou il nuit? Faudrait les Ça, abolir ou les Ouais. conserver? C'est parce que moi, je suis le premier à dire à pas aimer la loi sur les Indiens, OK? Moi, j'ai jamais voulu comme quand c'est arrivé, quand on a récupéré notre statut dans ma famille, là, parce que bon. Mais je dis, mes frères sont garochés pour avoir leur carte d'Indien, pas moi, tu sais, parce que le principe de la reconnaissance, le pourcentage de sang, moi, j'ai jamais aimé ça. Mais tu peux pas arriver puis dire, on va abolir la loi sur les Indiens, puis vous allez devenir des citoyens comme tout le monde. Tu comprends? Parce que si on fait Ouais. ça, il faut qu'on ait quelque chose en contrepartie. C'est parce que c'est le seul territoire qui nous reste, là. Tu comprends? Mais si tu nous l'enlèves, on devient des citoyens comme tout le monde, il faut qu'à quelque part, on ait ce à quoi on a droit. Ben ouais. Mais les gens, quand ils disent ça, c'est, oui, on va enlever la chose, puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, si t'aimes pas le système des taxes, des droits, je suis d'accord avec toi, on enlève tout ça, mais je reprends le terrain en échange, OK? Ah, c'est bien dit. Si Ben oui. si t'aimes pas le deal, on va l'annuler. Ben oui, parce que c'était ça. C'était comme du donnant-donnant forcé, donc, mais du donc, donnant-donnant Ben oui, quand on s'est pareil. pris, on s'est mis là, Ben oui. je disais, bon, ça va marcher comme ça, whatever, pour que les gens survivent, là. Et là, 100 ans plus tard, ou 50 ans plus tard, là, le monde, ouais, mais on n'est pas content. Pas de trouble, ça. Écoute, totalement un autre sujet, mais je veux profiter du fait que Joseph soit ici. Ah, je sais de quoi tu vas parler. Oui. De quoi tu vas me parler? Tu critiques universités. beaucoup ce qu'on appelle l'académique, là, tu sais, les professeurs, les gens qui sont dans les sciences sociales, etc. Moi aussi, j'écris là-dedans. J'écris là-dessus, mais moi, j'écris de l'extérieur. Toi, c'est tes confrères et consoeurs. Oui. Toi, t'écris contre ta gang. Oui, mais Est-ce qu'il La bonne t'arrive? nouvelle, c'est qu'ils lisent pas le Journal de Montréal, eux autres. Non, mais est-ce qu'il t'arrive quand t'es Noël ou t'es le mouton noir de l'université? En fait, je te dirais que je suis un petit peu protégé parce que je suis à HEC Montréal. Ouais. Et à HEC, tant en raison des matières qu'on enseigne, Ouais, qu'en c'est ça. raison des motifs pour lesquels un jeune décide Ouais. d'aller à HEC, on est, je te dirais, un peu protégé contre les pires dérapages idéologiques qu'on voit dans l'université contemporaine. T'es pas en études de genre à Concordia, puis t'es pas en c'est ça, sociologie c'est ça. à l'UQAM. Mais On a compris. le fait est que, bon, théoriquement, les sciences, c'est de chercher la vérité, aussi plaisante ou déplaisante soit-elle. La vérité est que dans le monde universitaire, t'as beaucoup de gens qui sont des militants déguisés en chercheurs. Et ça, c'est particulièrement en train de... Ça prend de plus en plus de force. Et je crois qu'il y a raison de s'en inquiéter. Parce que une société a quand même besoin de gens qui réfléchissent aux enjeux collectifs. Et si ces gens-là se soucient moins de savoir quelle est la vérité que d'avoir raison, ben là, évidemment... Mais Michel parlait tantôt des faux Indiens.
Toi, c'est des faux chercheurs. Oui, C'est des militants qui se disent chercheurs. Mais et c'est aussi, évidemment, Richard, que, bon, alors, on le sait, le milieu académique penche lourdement à gauche. C'est leur droit. Mais tu comprends que je peux pas m'empêcher de sourire un peu cyniquement quand j'entends des dénonciations du capitalisme et des appels à la révolution, alors qu'on est grassement payé, sécurité d'emploi, fonds de pension, maison cossue. C'est la gauche caviar. C'est ça. Écoute, on est pour l'environnement, mais on prend l'avion 3 fois par année pour nos colocs. À un moment donné, il y a une limite à être dans l'hypocrisie ou à avoir un mode de vie radicalement contradictoire par rapport à ce que tu prêches. Tu vois, jadis, il y avait des gens qui, à gauche, payaient de leur personne, militaient, couraient des risques. Aujourd'hui, comprends-tu, prêcher la révolution à partir de l'UQAM ou de l'UDM, là? Permets-moi de rigoler, ça, toi. Permets-moi de rigoler, là. Mais les universitaires, c'est tes consoeurs et confrères, donc quand t'écris ça... Ouais, ben, ils maïsent déjà, là, tu sais. T'es très haï, c'est correct. Non, mais c'est... T'es habitué à être haï, t'es comme Richard, je suis habitué d'être haï, puis là-dessus, 2 choses. Je peux me permettre maintenant de dire ça, parce que je suis prof titulaire et près de la retraite. Si j'étais un jeune prof adjoint luttant pour sa permanence, que j'aurais les fesses serrées, puis que je ferais attention. Et ça, c'est un des grands non-dits. C'est un des grands non-dits. Une sorte d'intimidation plus ou moins subtile pour avoir les bonnes idées. Ce qui est un peu ironique, dans un endroit qui est supposé être celui de la vraie liberté intellectuelle, la circulation des idées. Non, il y a un terrible conformisme idéologique. Ça a toujours été dans les universités. Ça a toujours été... Tu regardes, on parlait de Sartre, mais tu prends Sartre et Aron à l'époque. Oui, mais aussi... Aron, ça prenait un gars costaud comme Aron pour taffer ça, parce que n'importe quel... parce que regarde aussi Berkeley aux États-Unis, les universités, c'était là qu'il y avait les gens anti-Vietnam et tout ça. Non, mais il y a une grande différence. Jadis, dans les années 50, 60, 70, les universités étaient remplies de marxistes-léninistes, les ML. Oui. Sauf qu'ils n'avaient pas l'appui de la direction. Ce qui est frappant aujourd'hui avec le phénomène woke, c'est de voir que beaucoup d'entre eux deviennent vice-doyens, directeurs de département, en charge de, ça embauche, ça place ses alliés. Donc, quelque part, ils sont en train de, jusqu'à un certain point, prendre le pouvoir et l'institution reprend leur agenda. Que des jeunes exaltés, puis quand t'es jeune, t'es souvent exalté, tout ça. Que les jeunes exaltés aient des demandes et des revendications est une chose, mais de voir des institutions plier les genoux, que ce soit le festival de jazz, que ce soit les organismes de subvention, que ce soit... Richard, Michel disait tout à l'heure, il y a toujours eu de l'idéologie à l'université, vrai. Mais ce qu'il n'y avait pas jadis, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture. On interdit un conférencier. On interdit tel livre, on interdit tel cours. On interdit des mots. On interdit des mots parce que idéologiquement, ça déplaît. Et là, quand tu creuses un peu, c'est parce que certains étudiants s'estiment blessés. Je m'excuse. Si les sensibilités font de facto naître une règle de droit, où est-ce qu'on s'en va? Moi, je suis d'accord avec ça. Si n'importe quelle personne qui se dit choquée demande qu'on interdise tel livre, Moi, je comprends ça, puis je suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi, je trouve que des fois, par contre, c'est facile de détourner ça. Je veux dire, moi, par exemple, quand j'ai réécrit Atokelinu, qu'on a réimprimé, c'est un livre qui est écrit à 2 voix. Il y a les chapitres elle, c'est ma grand-mère qui parle, puis les chapitres lui, c'est moi qui parle. Puis je raconte vraiment des affaires qui me sont arrivées, etc. J'avais le mot en haine, le fameux, parce que je racontais des histoires qui m'étaient arrivées. Mon ami, on s'était fait insulter. J'étais avec un ami qui était noir aux États-Unis, on s'était fait insulter par une fille, etc. Puis je le disais. Mais honnêtement, quand j'ai réécrit le livre, je l'ai refait, je l'ai enlevé le mot parce que c'était pas nécessaire. Mais pourquoi? Pour comprendre Si ton ami, excuse-moi, je vais le dire le nom puis je l'assume. Si ton ami noir aux États-Unis s'est fait traiter de nigger, il faut que tu l'écrives dans le livre. Il faut que le mot nigger soit là. Parce qu'il a été insulté. Parce que c'est un mot qui est dur, puis il faut montrer à quel point c'est dur. Mais regarde, parce que moi, j'avais pas le goût qu'on commande que ça devienne le focus du livre, d'une part. Tu sais, ça, c'est sûr. Mais c'est une insulte, c'est ça qui s'est fait traiter. Non, mais ça enlève rien au livre. Parce qu'on comprenait très bien qu'est-ce qui s'est dit. T'es pas obligé de mettre une scène de nu pour comprendre que la fille est toute nue. Ou désirable. Dans ton film. Oui, mais en même temps, la meilleure façon de le dénoncer, c'est de le nommer. Mais si tu embarques sur cette pente-là,
tu t'arrêtes où? Non, parce que je me suis pas empêché de dire ce que je voulais dire. Chacun va dresser sa liste catalogue de mots qui le dérangent. À mon avis, la question, c'est quelle est l'intention de celui qui utilise le mot? Si c'est pour blesser, pour dénigrer, c'est condamnable. Mais si c'est pour expliquer l'usage historique, le contexte de son mot, et qu'on t'interdit ça, il y a un problème. Mais il y a deux choses. Revenons au point de départ de cette affaire-là. La jeune Verouchka, lieutenant Duval à Ottawa. Le ciel lui est tombé sur la tête. Dans quel contexte? Qui est une fille qui vient de là. Oui, elle est elle-même. Ce qu'elle voulait montrer dans son cours, c'est comment des mots qui, à l'origine, étaient des insultes, sont souvent repris par les gens visés et ils font du judo avec et s'en servent comme de marqueurs identitaires positifs. Comme par exemple, ce fameux groupe de rap NWA, Niggers with Attitude. Autrement dit, eux se sont dit, nous, on se couche pas, on assume puis tête dans la gueule. Elle a voulu montrer comment l'usage des mots est porteur de charges symboliques, émotives, politiques. Elle faisait ça d'une intention pédagogique. Mais t'as une poignée d'étudiants qui ont pas voulu tenir compte de ça. La seule écoute du mot les a tout de suite fait grimper au rideau. Et bon, à la limite, comme tu dis, à 20 ans, on peut être un peu crinqué. Mais à partir du moment où l'institution la sanctionne, elle, à commencer par le recteur, là, tu te demandes, hey, c'est pas supposé être des lieux de libre circulation des idées. Non, mais écoute, il y a quelques jours seulement, dans Le Devoir, il y a un texte qui nous apprenait qu'en février, ici même au Canada, dans une école à Toronto, dans un cours d'immersion en français, il y a une prof qui a donné à ses étudiants à lire un poème de Jacques Prévert dans lequel il dit « Je suis allé au marché aux esclaves ». Il y a un étudiant de 16 ans qui a contacté les médias en disant « Ma professeure est raciste ». Elle nous fait étudier un texte qui est culturellement dégradant pour les Noirs. Et cette prof-là a eu une lettre de discipline et elle a été suspendue. Tu dis, hey! Sophie, Jacques Prévert n'est pas en train de dire, j'adore les esclaves, vive l'esclavagisme, les Noirs devraient tous être mis en esclavage. Il utilise une métaphore pour parler de l'amour qui est comme un esclavagisme. Puis la prof se fait suspendre. Moi, ça m'inquiète pour mon fils. Si tu mets à l'index un livre comme Nègre blanc d'Amérique, il va t'en manquer un maudit bon bout quand tu vas essayer d'expliquer les turbulences politiques et sociales du Québec à la fin des années 60. Ça a été un ouvrage marquant. Et là, tu t'enlèves un morceau de connaissance important parce que le titre dérange. Mais en même temps, qu'est-ce que tu fais de l'argument que si tu es un Noir, ça te touche d'entendre ça, ce mot-là? Regarde, il y a quelques années de ça, qu'est-ce que tu fais de cette personne-là? Ils ont fait la biographie de Norman Brathwaite. C'est Isabelle Massé, qui est elle-même noire, qui travaille à la presse, qui a écrit la biographie de Norman Brathwaite, animateur noir. Comment s'appelait la biographie de Norman Brathwaite? Comment travailler comme un nègre sans se fatiguer? C'est un noir, un livre écrit par une noire, sur un animateur noir. Il y en a aucun des deux qui a dit « c'est effrayant, on mettra pas le mot nègre dans le titre ». C'est ça, le titre? Oui, comment travailler comme un nègre sans se fatiguer. Et c'était un clin d'œil au livre de Dany Laferrière, comment... Moi, je me suis déjà fait reprocher de... Michel, je vais répondre à ta question. Il y a des choses qui peuvent me blesser. Ça ne m'autorise pas à revendiquer, obtenir le droit de l'interdire. Quand, par exemple, je lis dans le Globe and Mail ou dans le National Post du Québec bashing à tous les jours, ça m'énerve, ça me blesse. Est-ce que je leur dis, vous devriez être interdit de publication? T'sais, la libre circulation des idées, c'est d'accepter que des choses fatigantes qui vont me déplaire et même me blesser ont le droit d'être dites. Ouais, mais ça, les concepts, c'est des... Si je transforme ma propre susceptibilité en tribunal de ce qui peut être dit, il restera plus grand-chose. Parce que, autrement dit, la seule chose qui serait à ce moment-là autorisée serait le discours parfaitement consensuel et qui plaira à tout le monde. Ça risque d'être plate longtemps. Si on n'autorise que des choses qui ne choqueront personne. Mais je m'excuse. Je suis d'accord, mais ce que je dis... L'art, il est souvent provocateur. Mais ce que je dis, l'art, il est souvent provocateur. Je suis d'accord avec ça, puis je comprends tout ça, mais je dis juste que des fois, il est possible de détourner ça. Moi-même, je me suis fait reprocher... Je
mettais sur Facebook ma photo, puis je disais « grosse face d'Inou, content » ou quelque chose comme ça. Je me suis approché, tu devrais pas dire ça. là, Inou, pourquoi? grosse face d'Inou. Mais là, je peux rire de ma grosse face, s'il te plaît, tu sais. Ah, OK, c'est le fait que tu avais mis le mot gros et non pas Inou. Grosse face d'Inou, tu sais. Très drôle. Mais si j'avais parlé d'un autre, j'avais une grosse face d'Inou, c'est correct, mais c'est tellement dont je parlais, là. Tu sais. Ben ouais. Esquimau, ça choque. Esquimau, est-ce que ça choque? Ben, moi, je suis pas un Inuk, fait que ça me choque pas. Mais je comprends que les Inuks, ils préfèrent se faire appeler comme eux autres s'appellent que se faire appeler. C'est comme si, au lieu d'appeler les Québécois, on les appelait comme les Canadiens frogs. anglais nous appelaient à une certaine époque. Tu sais, on disait, c'est pas notre nom. Tu sais, je veux dire. Puis moi, sur la question des noms comme ça. Toi, le mot sauvage, ça a été utilisé pendant des années pour parler des Autochtones. Ouais, moi, ça me choque pas quand je le vois dans un livre, dans le contexte. Là. Je suis pas Dans sûr le que ça énerve. contexte. Voilà. Dans le contexte. Mais le mot indien, tu sais, ça dépend. Moi, ma grand-mère, elle disait indien. J'ai écrit dans mes livres, puis je l'ai pas enlevé, ça, indien. Puis une jeune autochtone me demandait une fois, elle était fâchée que j'utilise ça. Pourquoi tu dis indien? On n'est pas des indiens. Ben, j'ai dit parce que ma grand-mère, elle n'utilisait pas le mot autochtone. Dans son temps, il disait indien. Comme il disait point bleu, puis tout ça. Fait qu'il y a point bleu, puis il y a indien dans le livre. Ben, je ne ferais pas mettre dans ma grand-mère des mots qu'elle disait pas à son époque. Une traîne sauvage, on disait ça quand on était petit. Traîne sauvage. Au lieu d'une luge, une traîne sauvage. Moi, j'étais jeune et une fois par année, mes parents m'amenaient mes parents m'amenaient à 2 places. Frontiertown, qui était un petit village western, là, où on payait, là, c'est comme Frontiertown dans le Maine, et puis à Caughnawaga. Caughnawaga, on allait voir les Indiens, puis là, ils étaient tout habillés en maintenant, c'est indien, Ganawagi, dans des tentes, là, puis pour les touristes, etc. T'achetais des mocassins avec des petites perles c'est dessus. Ça, à Caughnawaga. C'est Ouais. comme ça que... Tu sais, là, Il appelait ça ben, comme ça, on a fait du chemin quand même, là. En terminant, parce qu'il faut terminer... Ben oui, il faut terminer parce qu'à un moment donné... Joseph, Oui. il fut un temps où on mettait plus l'accent sur ce qu'on a en commun plutôt que ce qu'on a de différent. N'est-ce pas? On est dans une société où on met beaucoup l'accent sur ce qui nous différencie plutôt que ce qui nous rassemble. Je sais que ça a l'air totalement cucu de dire ça, mais c'est un peu vrai, non? Et ta question étant? On s'est c'est rassemblés autour d'un bon repas. Non? Ben oui, mais j'ai l'impression que t'as Et même les pas Canadiens mangé. ont gagné, Oui, hein? j'ai mangé. Oui, je touche. Il laisse ses frites. Je laisse mes frites, évidemment, là, Il y a pour des trop de raisons frites. évidentes. Quand on me regarde de tour de taille, il faut que je fasse attention. Ah ben Mais oui, bon, je voulais t'en parler. D'ailleurs, c'est très inquiétant. Hey, les amis, on se reverse un petit verre Merci. de vin. Toi, Sauf t'es au cours Bon, d'y être. allez, je vais en prendre Bon, ben ça un, tombe là. bien. C'est toi qui vas finir notre bouteille. Tu vas te marier dans l'année. Hey, les C'est amis, super, merci beaucoup. super, Merci. Vraiment Merci, là, merci. merci de l'invitation. Vraiment bien. Hey, écoute, racine et identité. C'était bon en crime. Je te l'avais dit que ce serait bon. C'était super bon. Vous avez écouté le balado de Vin qui vient luncher avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. Prise de son et réalisation, Bastien Gagnon La France. Une production Cube Radio.